Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Média TV Afrique. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voyons à présent les différents titres qui font l'actualité sur le continent, mais également dans le reste du monde. Selon un nouveau bilan donné samedi, au moins 305 personnes sont mortes dans le Nord Sinaï vendredi. Ce drame met à l'épreuve la politique antiterroriste du président Abdel Fattah al-Sisi. Le 25 novembre marque la célébration par les Nations Unies de la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. En France, Emmanuel Macron a fait observer une minute de silence en hommage aux femmes tuées par leurs conjoints en 2016. Et puis nous irons au Cameroun à la découverte du Togo, une emblématique étoffe du pays de Paul Biya qui connaît un succès fulgurant. Merci de nous prendre en marche sur Média TV Afrique. 305 morts et près de 200 blessés, c'est le bilan d'une attaque terroriste dans la province du Sinaï en Égypte. L'attaque la plus sanglante de l'histoire du pays. L'Égypte entame aujourd'hui 3 jours de deuil national en hommage à ces morts. L'armée a frappé des positions des auteurs désignés. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le président Abdel Fattah al-Sisi a promis de répondre avec une force brutale à cet attentat. Anissa Araou. Des dizaines de corps enveloppés dans des tapis de prière au milieu de fidèles hagards. Peu avant midi, vendredi, plusieurs hommes armés de mitraillettes entrent dans cette mosquée du Nord Sinaï, déclenchent une explosion et ouvrent le feu. En ce vendredi de grande journée de prière, les fidèles sont nombreux. Cette mosquée est connue dans la région pour être un lieu de rassemblement des soufis, adeptes d'un courant mystique de l'islam. Plusieurs hommes qui effectuaient leur service national au sein de l'armée égyptienne étaient présents. De nombreux blessés sont transférés dans les hôpitaux de la région, choqués. Nous avons commencé à prier dès le début. Nous avons entendu des tirs et des bombes. Ils tirent sur les fidèles. Les terroristes ont vu des enfants. Ils ont demandé aux enfants de sortir de la mosquée. Ils ont continué à tirer sur les adultes. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui combat la branche égyptienne de Daesh, a réagi publiquement quelques heures après l'attaque. Le chef de l'État a promis de venger les victimes, qu'il qualifie de martyrs. L'Égypte combat le terrorisme dans la région au nom du monde entier et nous en payons le prix. Mais tout ce qui se passe est une tentative pour nous arrêter dans nos efforts, nous faire perdre notre volonté d'arrêter ces criminels. Mais cela n'arrivera pas. Quelques heures plus tard, l'armée a annoncé avoir procédé à des frappes aériennes dans la région et un conseil ministériel extraordinaire a été convoqué. Chaque membre a condamné cette attaque. La situation actuelle nous incite à déployer notre armée pour lutter contre le terrorisme. En attendant, les forces civiles prendront également part à la lutte. 3 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. C'est l'attaque la plus meurtrière que l'Égypte ait connue. Et c'est la première fois qu'un attentat de cette ampleur vise un lieu de culte musulman. Et puis l'attentat dans le Nord Sinaï en Égypte défie la politique sécuritaire du président al-Sisi. On écoute à ce propos l'éclairage d'Agnès Levallois, spécialiste du Proche-Orient. Elle est au micro de nos confrères de Média Radio. Cet attentat est absolument énorme par rapport à ce qu'a vécu le Sinaï ou ce que vit le Sinaï maintenant depuis des années et des années, puisque c'est une région au sein de laquelle des attentats se déroulent très régulièrement. Mais celui qui s'est produit aujourd'hui est absolument terrible par l'ampleur et par la capacité qu'ont eu les terroristes à mener cette opération avec une relative facilité si on se fie aux premières informations dont on dispose. Donc cela prouve la grande difficulté, pour pas dire pratiquement l'impossibilité qu'a le régime égyptien aujourd'hui à contrôler son territoire et à faire en sorte que de telles actions ne soient pas possibles alors que le président Sisi a fait de la sécurité vraiment la priorité de son gouvernement, qu'il a été élu en grande partie sur sa capacité à être en mesure de ramener la sécurité, la paix sur son territoire. Et depuis vendredi, les réactions internationales se succèdent. Le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président égyptien Abdel Fattah al-Sisi suite à l'attaque meurtrière au Sinaï. Il l'a qualifié d'acte criminel et lâche. Le président américain Donald Trump dénonce lui aussi, je cite, une attaque terroriste horrible et lâche. Dans un communiqué, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Greit, a condamné ce crime horrible qui confirme que la vraie religion
religion de l'islam est innocente par rapport à ceux qui épousent l'idéologie terroriste extrémiste. Vladimir Poutine a lui évoqué une attaque frappante par sa cruauté et son cynisme. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déploré sur Twitter cet attentat, alors que son homologue britannique Boris Johnson se dit profondément attristé par cet acte qu'il qualifie de barbare. Toujours dans l'actualité, hors du continent cette fois-ci, Carles Puigdemont a lancé samedi sa campagne électorale depuis un hôtel de la périphérie de Bruges, dans le nord-ouest de la Belgique, où il a trouvé refuge. Puigdemont a présenté sa liste pour les élections du 21 décembre prochain en Catalogne. Ces élections, selon Puigdemont, devront permettre de ratifier la volonté des Catalans de vivre dans un État séparé de Madrid. Puigdemont s'est exilé avec 4 de ses anciens ministres dans la capitale de l'Union européenne, où il est libre sous condition. La justice belge examine actuellement le mandat d'arrêt émis contre lui par l'Espagne. Sur le continent, les conclusions de l'enquête ordonnée par le gouvernement libyen d'union nationale sur des cas d'esclavage en Libye ne seront tardées et les responsables seront traités sans indulgence, a annoncé jeudi un ministre. La semaine dernière, un documentaire choc de la chaîne de télévision américaine CNN a exposé l'existence de ventes d'esclaves près de Tripoli, indignant le monde entier. Depuis que l'affaire a éclaté, les autorités libyennes se défendent en rappelant le poids que les flux de migrants font porter à leur pays, ébranlés par les crises politiques, l'insécurité et de graves difficultés économiques depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Tout près de la Libye, en Algérie, le FLN a remporté, malgré la perte de nombreuses municipalités, les communales et les départementales. Le scrutin a été boudé par plus de la moitié des électeurs et selon les résultats officiels annoncés vendredi, le Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyahia arrive en deuxième position. Le parti du président Abdelaziz Bouteflika a remporté 603 des 1541 municipalités du pays, un score qui constitue un sérieux recul. L'ex-parti unique a perdu environ 400 communes sur le millier qu'il contrôlait depuis 2012. Et puis, hors du continent au Yémen, un avion chargé d'aide humanitaire affrété par l'UNICEF a atterri aujourd'hui à Sanaa, une première depuis le début d'un blocus imposé début novembre par la coalition sous commandement saoudien intervenant dans ce pays en guerre. Après des appels pressants de l'ONU, la coalition avait annoncé mercredi la réouverture du port de Hodeïda à l'ouest du pays et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire. Ce matin, 1,9 million de vaccins ont atteint la capitale yéménite, a indiqué sur Twitter la représentante de l'UNICEF au Yémen, Melksel Relano. Je vous le disais en titre, le 25 novembre, c'est la date choisie par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, et fait observer une minute de silence en hommage aux 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016. C'était au cours d'un discours à l'Élysée ce samedi. Il a aussi annoncé pour 2018 des modifications législatives pour poursuivre ceux qui agissent sur Internet pour harcèlement. Applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs. Tout autre chose, à présent, un retour sur le continent africain. Au Niger, le Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM, a ouvert ses portes ce vendredi à Niamey. La foire, qui en est à sa 10e édition, vise la promotion de l'artisanat nigérien féminin. Il est un cadre qui s'est étendu cette année aux produits artisanaux africains, avec plusieurs pays invités. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Jean Gibril William. Promouvoir la consommation de produits artisanaux par la femme et pour la femme, c'est l'optique qui se dégage de cette 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, une vitrine pour mettre en avant le savoir-faire de la femme nigérienne en particulier, mais aussi de toute la sous-région. Pour cette édition, la Tunisie a été retenue comme pays invité d'honneur, l'occasion pour les deux pays de raffermir les liens et les échanges en matière de savoir-faire artisanal, à l'image de Zahir et de ses babouches qui ont fait le déplacement depuis la ville de Fès au Maroc.
1500 exposants, environ 140 000 visiteurs originaires de 35 pays africains sont attendus à cette 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme. Durant 2 semaines, les clients auront l'occasion de découvrir les produits artisanaux du Niger, mais aussi d'autres pays africains. Les organisateurs espèrent quant à eux un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard de francs CFA. L'autre titre de ce journal nous conduit direction au Cameroun où des jeunes créateurs mettent du cœur à l'ouvrage. Ils remettent au goût du jour un tissu emblématique du pays, le togu. Découverte de ce tissu typique qui est en train de passer un cap avec le succès qu'il connaît au pays de Paul Biya, avec le récit d'Anissa Araou. Coup de ciseaux et concentration imperturbable. Lise Ngwane, 24 ans à peine, est créatrice de mode à Buea, au Cameroun. Elle s'affaire dans sa petite boutique et laisse libre cours à son imagination. Au Cameroun, ils sont des centaines de jeunes créateurs comme elle à souhaiter transformer du tissu ancien, le togu, en tenue moderne. Objectif, continuer de faire vivre une culture ancestrale et promouvoir le secteur. Ce tissu nous représente en tant que Camerounais, alors il est grand temps que nous commencions à consommer nos propres produits. La jeune génération, les célébrités et toutes les autres personnes essaient de consommer des produits du Cameroun et cela affirme notre identité. Grâce à ces jeunes créateurs, le tissu multicolore est également disponible en version imprimée et les Camerounais peuvent le mixer à différents styles. À la base, le togu servait à la confection de tuniques larges. Mais l'utilisation quotidienne de ce tissu a nécessité de remplacer le velours par des étoffes moins lourdes et de confectionner des tenues plus modernes. Le togu devient un accessoire de mode incontournable. La plupart des clients viennent pour acheter leur tenue de mariage traditionnelle. Ils veulent dire au monde d'où ils viennent, alors ils viennent pour se procurer ce tissu. Ils veulent montrer leur culture et raconter aux gens l'histoire de leur tenue. Le togu est fait dans des motifs brodés, audacieux, auparavant réservés à la royauté et aux nobles et portés lors de grandes occasions. En créant des tenues et des accessoires à la mode à base de togu, les Camerounais sont en mesure de garder vivante une culture riche et empreinte de symboles. Un mot de sport, de football avant de refermer ce journal. Lionel Messi a enfin paraphé samedi son nouveau contrat, le liant jusqu'en 2021 au FC Barcelone. L'accord avait été officialisé en juillet dernier, mais la signature a tardé à se concrétiser à la grande inquiétude des fans. Près de 5 mois après l'annonce de ce nouveau bail, Messi et le président barcelonais Josep Maria Bartomeu se sont enfin assis à une table pour sceller le contrat. À l'évidence, ce nouveau bail satisfait le quintuple ballon d'or argentin de 30 ans, gratifié d'un mirobolant salaire autour de 30 millions d'euros annuels selon la presse ibérique. C'est aussi un vrai soulagement pour le peuple blaugrana traumatisé en août par le départ inopiné du Brésilien Neymar au Paris Saint-Germain. Bueno, primer, molt contents, no? Que Leo Messi renovi aquesta vinculació amb el Barça. Bueno, ja és per sempre, no? És un gran contracte, és un contracte del millor jugador de la història del món del futbol i que està feliç. Et voilà qui referme cette page d'information sur Medi 1 TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information se poursuit sur notre chaîne.